والي، سيدي مدير الجامعة، أمهاتي المجاهدات، أبائي المجاهدين، سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون العسلمانون. Je suis ému, monsieur le recteur, par le fait que vous avez choisi une conférence que j'ai donnée déjà et que j'ai améliorée et adaptée à l'événement d'aujourd'hui. Je suis ému doublement. C'est parce que vous avez choisi comment que nos aïeuls ont fait de Béjaïa ce qu'elle est d'aujourd'hui et comment que nos institutions pensent à Béjaïa d'ici 50 ans, mais surtout, je suis ému de voir une jeunesse aujourd'hui côtoyer la jeunesse qui a libéré le pays. Je vous remercie, monsieur le recteur. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'histoire de Béjaïa. Mais avant de vous introduire à l'histoire de Béjaïa, juste un petit rappel de concept. Il se trouve que toutes les civilisations, elles sont gérées par des ordres. Et quand les ordres sont équilibrés, la civilisation devient un cœur de l'humanité. Il y a trois ordres qui ont géré toujours la civilisation. C'est l'ordre religieux, l'ordre militaire et l'ordre marchand. C'est-à-dire le militaire, le religieux et l'ordre économique. L'équilibre de ces trois ordres fait de telle sorte qu'on réussisse à faire un cœur. Mais on va se poser la question pourquoi on dit souvent que Béjaïa, pendant le Moyen-Âge, c'était un cœur civilisationnel. Nous avons cherché depuis 2000 ans comment que Béjaïa a évolué et comment qu'elle se retrouve à l'état actuel des choses. Juste une petite définition. On appelle une ville devient cœur si elle réunit les moyens de transformer un nouveau service en produit industriel, son environnement immédiat et le milieu, le reste du monde et la périphérie. Je vous donne quelques exemples de villes qui sont devenues des cœurs de civilisation. Comme par exemple Convert qui a inventé l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie a fait de telle sorte Convert devient un cœur civilisationnel. L'invention du microprocesseur des Allemands durant les années 70 a fait de telle sorte que Los Angeles est devenu un site civilisationnel. Passons à Béjaïa. Juste pour pouvoir comprendre Béjaïa, il faut tout d'abord comprendre sa toponymie, même dialecte Béjaïa. Une petite explication vous a été donnée dans un livre qui est très apprécié par les lecteurs. C'est un livre qui a été écrit par le père de la sociologie moderne et de la généalogie, c'est Ibn Khaldun. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Béjaïa est une localité habitée par une tribu berbère du même nom chez eux. Béjaïa s'écrit Béjaïa, comment dire, donc soit Béjaïa, soit Béjaïa, et se prononce Béjaïa. Nous avons cherché d'où vient le terme, la toponymie du terme, d'où vient. Elle a une importance majeure. Nous l'avons retrouvé un peu plus loin. C'était parce que beaucoup de gens disent que Béjaïa a une historique qui date de 3000 ans, de 4000 ans, mais ça c'est l'archéologie. Les traces écrites, les premières traces écrites qui citent Béjaïa datent de Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Pline l'Ancien dit que l'ordre a été donné pour la région de construire Béjaïa entre 27 et 26 ans avant le frère. Mais on se pose la question pourquoi l'empereur romain avait demandé d'installer sa légion au niveau de Béjaïa. Et bien on a trouvé la réponse, toujours chez Pline l'Ancien, c'est que les Romains aimaient beaucoup les huiles d'olive. Ils aimaient beaucoup le figuier. Et Béjaïa déjà en ces temps-là avait une super production en huile d'olive. Alors Pline l'Ancien parlait de l'huile d'olive rouge. On s'est posé la question, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'huile d'olive rouge à Béjaïa? On a recherché cette huile d'olive rouge en Italie et on a trouvé qu'en Italie on la produit toujours. Mais d'où vient cette huile? Comment on peut produire une huile d'olive rouge? Eh bien Béjaïa produisait l'huile d'olive rouge à partir de la ronce sauvage ou le mûrier sauvage. Le mûrier sauvage, localement, on l'appelle tizouel.
Mais aussi, dans certaines régions, on l'appelle Tabidjaïs. Tabidjaïs, Bjaya, Béjaïa. Donc, on pense que la toponymie du mot vient tout simplement de la ronce qui vient de Tizouel. Et évidemment, comment on produit l'huile d'olive rouge, il suffit seulement de sécher les ronces et évidemment de les insérer dans l'huile d'olive par macération pour qu'ils lâchent leur colorant rouge qu'on appelle les anthocyanes. Ceci n'empêche pas que 200 années plus tard, l'empereur a saisi un niveleur, c'était un expert géomètre qui s'appelle Nonius Latus. Nonius Latus, sa traçabilité, on l'a retrouvé dans le Cépus de Lombèze. Actuellement, ce Cépus de Lombèze, il est juste en face de l'ancienne mairie. On raconte l'histoire, comment qu'on a pu amener de l'eau jusqu'à Béjaïa sur presque une vingtaine de kilomètres. Et pourquoi les Romains ont ramené de l'eau? Parce que Béjaïa, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a toujours un problème de transfert d'eau. Les transferts d'eau sur Béjaïa existaient déjà depuis 2000 ans. Et évidemment, ce que nous avons retrouvé sur Nonius Latus, c'est que beaucoup de gens, en tout cas des écrivains contemporains, disaient que Nonius Latus était un Romain. Récemment, un écrit assez récent qui date de 2011 démontrait que les familles donc Datus et Donatus n'étaient pas des Romains, mais beaucoup plus des Maghrébins. Donc on avance dans le temps, au 5e siècle, Béjaïa a été occupée par les Vandales. Mais je peux vous assurer que pendant cette époque, Béjaïa est devenue la capitale des Vandales. Et évidemment, pour quelle raison une région comme la nôtre pouvait devenir une capitale? Parce qu'elle avait ce qu'on appelle l'industrie navale. Elle avait la capacité à construire des bateaux. Un peu plus loin, c'est vers 647, c'est l'arrivée de l'islam. Alors là, j'ai retrouvé un livre qui a été écrit par Charles-André Julien. Il a dit une phrase extraordinaire sur l'islam. Il a dit que l'arrivée de l'islam a fait une révolution dans l'esprit des hommes et des femmes sur le territoire supérieure à ce qu'a fait la Révolution française aux Français, pour montrer qu'est-ce qu'a fait l'islam en tous les cas à son arrivée. Et chose importante, pourquoi j'ai marqué le 20 août 636? Parce que l'islam fait une importante bataille, évidemment, qui a libéré tout l'ouest donc du nord africain. C'est la bataille de Yarmouk. La bataille de Yarmouk, qui a donc, que vous connaissez tous certainement, elle s'est déroulée entre le 15 et le 20 août. Et il y a donc un auteur français, en ces temps-là, qui écrivait que la garnison byzantine qui était à Béjaïa a quitté complètement Béjaïa, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de présence byzantine, presque au début du mois de juillet 636, pour évidemment assister à la bataille d'Al-Yarmouk. L'âge d'or de Béjaïa se déroule pendant cette période. C'est entre 1067 et 1710. C'est avec la venue des Hafsides. Juste pour vous faire rappeler, à la venue des musulmans, les musulmans aimaient à l'intérieur du territoire. La première capitale visible, en tout cas qui est devenue un vrai cœur civilisationnel, c'est Béjaïa, entre 1067 et 1510, avec l'arrivée des Hafsides, et évidemment vous connaissez tous Al-Hammadiyya. Donc, les écrits les plus connus, ou ceux qui ont fait le plus d'écrits qui nous restent jusqu'à nos jours, c'est Al-Idrisi, qui est l'auteur de la carte du monde, Al-Hassan al-Wizan, plus connu sous Lion l'Africain, et évidemment Ibn Khaldoun. Évidemment, à l'intérieur, on a trouvé beaucoup de traçabilité, en tout cas résumé dans pas mal de livres, et surtout sur les archives de Gênes et les archives de Marseille. Évidemment, là où on a écrit l'essentiel de ce que le port de Béjaïa, en ces temps-là, exportait à l'extérieur. Nous allons les passer à revue. Vous allez voir que l'essentiel de ce que produisait le territoire de Béjaïa, juste pour information, géographiquement Béjaïa, en ces temps-là, ce n'est pas Béjaïa d'aujourd'hui. Béjaïa, c'est une aire géographique qu'on appelle le bassin de la Soumane. C'est presque 9200 km². Comme vous savez, Sétif est sur la Soumane. Bouira est sur la Soumane. Une partie de Balj est sur la Soumane. Ça, c'est les délimitations géographiques. Donc, nous avions une industrie fruitière assez importante, le figuier, qui reste toujours, le noyer et surtout l'olivier. Ça veut dire qu'on a toujours cette traçabilité qui est restée de génération en génération. Nous avons aussi l'industrie du bois, parce que Béjaïa, c'est une région très hautement boisée, et évidemment, elle exportait beaucoup de bois, soit de chêne, pin d'Alep et de cèdre,
Nous avions aussi l'élevage, côté moutons, bœufs et parfois des chameaux. Ça, c'est cité spécialement par Ibn Khaldoun. L'apiculture, où l'on fabriquait la cire, regardez l'image juste à côté, c'est l'une des bougies faites à bougie dans les anciens temps. Regardez comment que quand il y a de la production à l'échelle industrielle, comment que l'art ou les arts s'installent sur cette production. Vous avez une très belle bougie. Il y a aussi les produits de la pêche qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, les mines et l'artisanat, et évidemment on finit par l'industrie navale qui a persisté pendant tout ce temps-là. En 1510, Béjaïa commençait à s'éteindre parce qu'elle a été occupée par les Espagnols. Évidemment, l'occupation espagnole qui a été faite par Navarro, évidemment, on est resté presque 45 ans sur l'occupation espagnole. Il y a eu un déplacement de la capitale hamadite vers Alger. C'est-à-dire qu'avec le temps, Béjaïa est devenue sous la régence d'Alger parce que tout simplement, elle a été occupée par les Espagnols. Chose importante, les Espagnols avec eux, ils ont ramené une plante qui, je pense, en tous les cas à mon avis, va devenir une filière assez importante en Algérie. Jabou Ma'ahoum al-Karmos, Jabou Ma'ahoum al-Karmos Ansara. Donc c'est une plante qui a beaucoup de choses que je vais expliquer tout à l'heure, en tous les cas ce que sont en train de faire les institutions, à leur tête le ministère de l'Agriculture, sur la filière qu'on appelle actuellement carmosicole. Maintenant, évidemment, après 1830, Béjaïa a été occupée en 1833. L'essentiel de la Kabylie a été occupé donc à la bataille d'Echeliden en 1857. Beaucoup de choses se sont déroulées pendant cette période-là, évidemment avec la résistance d'Al-Mokrani entre 1871 et 1872, mais ce qu'il y a à retenir pendant cette période-là, c'est ce qui a marqué en tout cas l'imaginaire populaire, c'est le régime de l'indigénat, les séquestrations des biens, la naissance de l'état civil, l'établissement du synotis consulte en 1865 et l'application du code annoté. Évidemment, on avance, parce que j'ai 15 minutes à vous parler à peu près de 2000 ans, donc on avance. Là, c'est l'appel du 1er novembre. Je pense que le documentaire a bien expliqué les choses. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la Kabylie, d'après les chiffres que j'ai retrouvés, a donné 12 000 hommes, entre 12 000 hommes et 13 000 hommes à la Révolution. C'est que le 1er novembre n'a pas été seulement une sorte d'intifada, c'est plus qu'une intifada. Parce que l'acte fondateur, ce n'est pas seulement l'acte fondateur de l'État algérien, mais c'est l'acte fondateur de la nation algérienne. La nation algérienne, c'est beaucoup plus grand que l'État algérien. Juste pour le 20 août 55, le 20 août 55, c'était, vous savez, j'ai retrouvé certains auteurs, et là je mettrai seulement une petite parenthèse qui nous a été racontée par Benjamin Stora. Il a dit la chose suivante. Il a dit que le nombre de chercheurs qui travaillent sur la révolution algérienne aux États-Unis sont largement supérieurs au nombre de chercheurs qui travaillent en France et en Algérie. Pour quelle raison? Nous avons retrouvé que cette période-là de l'histoire de 1955, qui est venue 10 ans après 1945, c'est-à-dire que le colonialiste ou le pouvoir impérial français, nous avons retrouvé pas mal d'écrits, des gens qui disent 6265 morts, il y a des gens qui disent c'est 12 000 morts, il y a des gens qui disent jusqu'à 23 000 morts. Évidemment, cette évolution des choses, revisiter l'histoire, écrire l'histoire, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour quelle raison? Parce qu'on ne doit jamais oublier notre histoire, surtout cette histoire. Parce que le colonialisme ou le pouvoir impérial français, il a voulu briser les reins de la Révolution. Il a voulu briser les reins de la Révolution, et honnêtement, avec les moyens qu'il y avait en ces temps-là, surpassé, dépassé. Vous savez, en 1956, quand il s'est tenu le congrès de la Soumane, il y avait 600 000 soldatesques françaises. C'est quelque chose quand même d'important. Merci pour ce qu'ils ont fait, nous ailleurs. 1962, c'est l'indépendance. Vous savez, les choses qui ont marqué le plus le territoire de 1962 jusqu'à 2016, c'est les événements de 1963, les événements de 1980, les événements de 2001.
mais aussi 2002 avec la nationalisation de Tamazight et 2016 avec l'officialisation de Tamazight. Je ne vais pas trop parler de la monographie à Béjaïa, parce qu'il y a eu tellement d'écrits. Mais ceci, Béjaïa, de 1962 à 2016, elle a évolué. Elle a vraiment évolué. Côté transport, côté route et voirie, côté transport ferroviaire, côté transport maritime, avec un port important pour la dynamique économique de la région, et aussi avec un transport aérien équivalent à peu près à 500 000 voyageurs an. C'est quelque chose de très important. Béjaïa a évolué. Ceci n'empêche pas qu'il faut retenir que Béjaïa, actuellement, occupe le haut du podium, c'est-à-dire qu'elle a de l'argumentaire pour son futur, parce qu'elle est considérée comme étant un pôle agroalimentaire, un pôle dans l'emballage et un pôle dans l'imprimerie. Alors maintenant, que pensent nos institutions? Comment qu'ils projettent Béjaïa d'ici 2030-2050? Ça, on le retrouve dans le schéma national de l'aménagement du territoire. Si vous lisez le schéma national de l'aménagement du territoire, vous allez voir que l'une des choses importantes à avoir à Béjaïa, c'est tout d'abord la pénétrante. Pour quelle raison? Parce que Béjaïa est considérée d'ici 2030 comme étant une ville hautement stratégique pour le TEN. Donc il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il y a du travail, et là on est là pour relever le défi imposé aux données par les institutions. Béjaïa aussi, c'est une technopole agroalimentaire. Béjaïa aussi, c'est une zone touristique. Béjaïa aussi, c'est à développer les produits du terroir. Vous venez juste d'entendre parler de la labellisation de la figue de Blimaouch. C'est déjà un prémisse en attendant qu'arrive la labellisation de l'huile d'olive et d'autres produits. Évidemment, qui dit institution, qui prépare les outils, il faut des hommes qui devraient travailler. Parmi les secteurs qui devraient le plus travailler, c'est l'université, monsieur le recteur. Évidemment, l'université, monsieur le recteur, tout à l'heure, il vous a donné un aperçu sur les capacités de l'université, mais vous pouvez vérifier sur les capacités de l'université. L'université de Béjaïa est classée catégorie A côté engineering. Après en chimie, en physique, tel qu'il a dit tout à l'heure, sur pas mal de spécialités, Béjaïa peut relever le défi. Regardez son classement, comment il a évolué, tel qu'il a été dit tout à l'heure, elle est classée 5e en juillet 2016, donc c'est un classement assez récent, et regardez l'évolution de son classement. Elle est classée 5e, donc à l'échelle algérienne, et elle est classée 648e, selon évidemment ce classement, à l'échelle planétaire. C'est quand même une université qui a 34 ans, 35 ans d'existence, mais qui a, en tous les cas, les compétences nécessaires pour pouvoir relever des défis d'aujourd'hui et de demain. Juste, ça, c'est quelques travaux que nous sommes en train de faire à Béjaïa. Par exemple, les monographies, généralement, on trouve qu'elles ne sont pas vraiment disponibles. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait à Béjaïa sur l'atlas de Béjaïa, l'atlas multicouche. C'est-à-dire que les décideurs ou les chercheurs peuvent faire beaucoup de travaux de recherche sur de la matière hautement disponible. Voilà donc de quoi est fait la carte. Voilà comment vous reconnaissez, en tous les cas ceux qui nous viennent du milieu institutionnel, comment ils sont organisés les données au niveau de la DPAT. Voilà. Certains travaux de recherche qu'on fait, là c'est l'évaluation de la ressource en eau, parce que tout développement dépend de l'eau, et Béjaïa a cet avantage extraordinaire, c'est que c'est une région hautement pluvieuse. On s'est posé des questions, est-ce que les aménagements du territoire, par exemple les bassins, il y a eu 3 grands bassins qui ont été mis à l'eau depuis 2009, alors que depuis l'Antiquité jusqu'à 2009, il n'y a pas eu de bassin, il n'y a pas eu de barrage sur la Souma. Ce n'est qu'à partir de 2009, ce qui est quelque chose de très important. Et on s'est posé la question, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les nappes phréatiques de la haute et de la basse Souma? Eh bien, il n'y a aucune conséquence. Évidemment, ça a de l'importance pour le développement industriel. Les potentialités de production agricole, Béjaïa, elle est classée number 1 sur la production de l'huile d'olive. Vous regardez là le tableau de la production, ceci n'empêche pas, sur l'huile d'olive et la figue sèche, elle est classée le number 1. Là, sur le côté industriel, l'essentiel, nous avons à peu près 15 000 industries, l'essentiel des industries sont dans le bâtiment, mais le gros
bras de l'industrie à Béjaïa, c'est l'agroalimentaire, avec évidemment les ténors de l'agroalimentaire, soit dans l'industrie du courra, soit l'industrie sucrière, et surtout la technologie laitière et la technologie boissonnière. Évidemment, on se pose la question, mais ces boissons, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des produits du terroir, ils utilisent des produits agricoles. Béjaïa a les capacités de satisfaire quand il y a une politique agricole adaptée. Et là, vous voyez certains types de produits qui sont vraiment prenables par les industriels. Alors, comment je peux, projet 1. Je vais finir rapidement. Alors là, c'est juste pour revenir en arrière. Juste pour vous dire, Béjaïa, c'est 31 laboratoires de recherche, c'est aussi 3 centres nationaux de recherche, un orienté à l'innovation, un orienté à la technologie agroalimentaire, mais nous sommes dotés aussi d'un centre de recherche hautement stratégique, c'est le centre de recherche en langue et culture amazigh. Et évidemment, il y a une unité de recherche qui est orientée à la recherche opérationnelle. Juste, vous mettez le projet 4. Je profite de l'occasion, puisque je suis là, le 15 et le 17, entre le 16 et le 17 septembre, il y aura donc au campus de Ouadamizot, une journée orientée spécialement sur les transformations technologiques du cactus. Il y a des possibilités pour que vous ayez un ordre de grandeur. Du côté de Soukharas et de Tbessa, une parcelle plantée fait 10 000 hectares. Et on en plante à peu près des centaines de milliers d'hectares. C'est destiné à 400 000 hectares. C'est vraiment une plante de demain. Parce qu'elle combat le climat et surtout c'est une plante de développement. Je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie, madame, et je vous remercie de m'avoir écouté.